Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. On est mardi. Mardi, absolument. Absolument. Mardi, c'est pour savoir si vous suiviez Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Et vous? Fille qui dit n'importe quoi, elle ouvre le micro, elle dit n'importe quoi. Oui. Mais ça prouve que vous êtes en bonne forme. Bon, écoutez, ça va. Et je suis très heureuse parce que nous avons envie de partager quelque chose avec vous. Sud Radio et Parlons Vrai célèbre une performance exceptionnelle dans le monde de la radio digitale avec une croissance, écoutez bien, l'écoute digitale, et ça on vous le doit, en décembre de plus de 62%, ce qui est énorme par rapport à 2022. Meilleure progression parmi les 20 premières radios. En fait, c'est la 10e vague consécutive de ce succès. On a envie de le partager avec vous. Vous êtes plus de 2 millions à nous écouter sur les environnements digitaux. Je vous incite d'ailleurs à télécharger l'appli pour ne rater aucune miette, en tout cas, de ce qui se passe sur Sud Radio. On est très, 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 très heureux et on vous remercie vraiment sincèrement de la confiance que vous nous accordez tous les jours. En tout cas, on peut pas faire de commentaires là-dessus. Qui êtes-vous, madame? C'est Françoise de Gouas. Je voulais juste dire Françoise que c'est vraiment la de Françoise de Gouas. Je voulais juste dire que c'est certainement pas grâce à Philippe David. En fait, vous savez rien. Voilà. C'était juste la parenthèse. Moi, je dirais pas grâce, je dirais à cause. C'est ça. En tout cas, bienvenue dans les vraies voix. On va essayer de continuer à battre ces multi-records avec Sud Radio et on vous en remercie. 0826 300 si vous voulez bien entendu débattre avec nos éditorialistes qu'on vous présente dans un instant. Allez, le grand débat du jour. À 17h30, de la paille et du fumier déversé sur les boulevards toulousains. Plus de 2000 agriculteurs ont convergé dans la ville rose en tracteur pour exprimer leur colère. Ils dénoncent la difficulté de vivre de leur métier, les problèmes d'accès à l'eau, la tracasserie administrative, les normes européennes jugées illisibles, mais aussi la concurrence des pays à bas coût. Alors parlons vrai. Est-ce qu'il y a un problème de reconnaissance de la profession d'agriculteur? Est-ce qu'il y a une cohérence entre la politique européenne, Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui prévoit de baisser la production de 20%, alors que la FAO, c'est les Nations Unies pour l'agriculture et la nourriture, dit qu'il faudra à l'horizon 2050 augmenter la production mondiale de nourriture de 60%. Est-ce qu'on est en train, parce que ça se passe aussi à Berlin, à Bucarest, à Prague, d'assister au premier mouvement social européen de l'agriculture? Agriculteurs, faut-il favoriser les produits français et européens? Eh bien, vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre expert pour en parler, Bertrand Loup, sera avec nous, secrétaire général adjoint de la FDSEA 31 et agriculteur en polyculture, élevage. Et puis le coup de projecteur à 18h30. Emmanuel Macron renoue avec ce vieil exercice de la 5e République, la conférence de presse. Le chef de l'État va donc répondre aux questions des journalistes à l'Élysée. Et pendant près de 2 heures, ce sera ce soir à partir de 20h15. Décidément, prise de parole avant même que son nouveau Premier ministre n'ait proposé son discours et prononcé ce fameux discours de politique générale à l'Assemblée. Oui, alors parlons vrai, y a-t-il encore de la place pour un Premier ministre lorsqu'il y a une présidence jupitérienne? Qu'attendez-vous, vous, de cette prise de parole? Attendez-vous, par exemple, une grande annonce, comme un référendum sur la fin de vie, puisque c'est un sujet qui va être traité? Est-ce que vous avez une autre attente, d'Emmanuel Macron? Venez nous le dire. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert du jour pour en parler, Olivier Roucan, sera avec nous, politologue à Paris 2. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité. C'est les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter tout cette petite actualité qui est un peu aujourd'hui, qui va nous permettre en tout cas de débattre, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Cécile. On vous félicite Philippe, parce que vous faites partie de cette émission, vraiment vous êtes un pilier. Oui, mais... Et c'est aussi grâce à vous que ça fonctionne. C'est vrai, oui, c'est sans doute infinitésimal. Par rapport à Philippe David, vous auriez pu au moins le créditer un peu. Françoise de Gouas est avec nous. J'ai bien compris. Mais il a besoin tout de même de caresses par moment. Oui, c'est bien. Merci, allez-y, continuez, Cécile. Comme un chien, non mais vraiment. Caresse de chien donne des puces, c'est tout de même une excellente bête, quoi. Oui,
c'est une bonne botte. Une bonne Ce botte. chouchou. Bah, Comment il parle de chouchou? Oh, mais c'est dites donc. magnifique. Françoise de Gois, comment Salut ça va? les amis, super bien. Ça va. Merci en tout cas de participer régulièrement à cette émission. Et puis un Très petit nouveau heureuse. qu'on aime beaucoup, hein. Jean-Baptiste Moreau est avec nous, agriculteur Bonjour. et Bonjour. ancien député Bonjour à tout le monde. avec la voix. Bonjour. Ouais, je vais essayer de trouver ma place entre les deux là, mais Ouais, ça il va va pas y être simple. arriver. je pense. Alors, si, Vous si, n'aurez si, si. aucun mal. Vous inquiétez non, pas, non, on va Jean-Baptiste. Ça vous va, faire de la Jean-Baptiste place. Moreau? Oui, ça va. Ça va. On est ravis de vous accueillir en tout cas. 0826 300 300, on ne peut pas faire cette émission sans vous. Et Paul est avec nous. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Et bien encore tous mes vœux. Oui, Mais très pour bien. vous également. Pour cette Et progression, nos voeux à c'est Virginie. normal. Paul et Ouais, Virginie, très drôle. Mais des Bah, c'est niveau raisons David. très culturelles. Non, mais c'est Bravo. niveau Philippe David, hein, excusez-moi. Absolument. Non, je vous en prie. Soyons sérieux, Oui. puisque cette émission est sérieuse. Enfin, pas toujours, mais bon, à ce moment-là, oui. Au moins un moment. Au moins 2 secondes. Dans un instant, on parle de quoi avec vous, Paul? Continuons de gaspiller l'eau. Ah, oui, écoutez, oui, avec un point d'interrogation, d'exclamation Voilà. plutôt. 0826 300 300, c'est ce même numéro où vous laissez des messages sur notre répondeur. Écoutez. Bonjour Serge, sur Rodez dans l'Aveyron. Voilà, moi j'ai une question qui me taraude depuis un bon moment concernant notre cher Premier ministre qui s'était engagé pendant les 100 jours pour l'apaisement sur la lutte contre la fraude fiscale. Voilà, on est dans un pays où on va chercher les APL des étrangers qui arrivent sur le territoire, dans un pays où on vient encore de demander 13 milliards d'euros d'économie, voilà, où l'éducation est en mal, où on n'a pas de professeurs, on ne peut pas les payer, où le système de santé est à la corde aussi. Voilà, où sont les résultats de la lutte contre la fraude fiscale sur laquelle Monsieur Attal s'était engagé fermement, solennellement, personnellement. Merci, bonne journée à tous. Eh bien, merci pour ce message, Philippe Bilger. J'ai cru Sur la fraude comprendre fiscale. La lutte contre la fraude fiscale. Ah, mais il a raison. Il faut mener une lutte acharnée et surtout quand on fait des promesses, les tenir. Non, mais il y a eu des choses de fait. Jean-Baptiste Moreau. C'était dans son antépénultième poste, puisque c'était quand il était au ministre du budget. Pas facile de avant dire d'aller- ce mot. Ouais, c'était- Beaucoup. ouais, Je sans vais le bafouiller. noter parce que Sans pour le bafouiller, Scrabble, j'allais c'est dire. sympa. à élever le niveau. Sans Faites pas le bafouiller, malin, en Jean-Baptiste plus. Non, Moreau. je fais pas le malin. Non, Anticonstitutionnellement, Non, non. c'est pas mal aussi. Ouais. Non, mais il y a Elle eu n'est pas des- dyslexique, vous Non, moi je ne suis pas dyslexique, à la différence de Stéphane Séjourné, qu'on Oui, a accusé bien de sûr. tous les mots, alors que c'est un trouble sérieux et qui handicape un grand nombre d'enfants aujourd'hui. Allez, on y va. Voilà, Oui, donc il y a eu des c'est choses de pour fait ça sur la fraude qu'il parle fiscale. Oui, pas il français. a une non, c'est pour ça qu'il fait des fautes effectivement en lisant, puisqu'il a des problèmes de D'accord. dyslexie. Pardon, Voilà. je ne savais pas. Voilà. La fraude. Et donc, du coup, il y a eu des choses de fait sur la fraude fiscale avec Bruno Le Maire, mais depuis 2017 déjà. Il y a eu un certain nombre de choses de fait et un certain nombre d'argent de rentrée Allez, vite. de façon massive. Françoise de Gois. Oui, bon, moi, ce qui me frappe dans la remarque de Serge, en fait, c'est que les Français, ils n'oublient rien, ils voient tout. C'est vrai qu'on peut les gorger, en fait, de communication, multiplier les mots, être de plus en plus amphigorique, faire des promesses. Ils entendent, ils regardent, ils enregistrent. Voilà, et ils reviennent. En tout cas, Paul est avec nous de Razimet dans le Lot-et-Garonne. Paul, continuons à gaspiller l'eau au lieu de la stocker. Vous allez vous fâcher contre Françoise de Gois. Non, je ne vais pas me fâcher contre Françoise de Gois parce qu'elle est hors sujet à chaque fois. C'est ça le problème de Françoise de Gois, sans Ça être démarre méchant. bien. Hein. Ah Ouais, ben non, vous n'êtes pas méchant, Non. vous êtes à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Allez-y, Paul. Allez-y, On sera jamais d'accord, tous les deux. Bon. allez-y, c'est Paul. pas le souci. Bon, nous, en Lot-et-Garonne, on a eu 1030 mm de pluviométrie en 2023. C'est le record. On a rempli tous nos lacs, tous nos organismes de stockage, tous nos organes de stockage, de réalimentation des cours d'eau sont pleins. Et on voit que dans d'autres régions, ils ne peuvent rien faire. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas de possibilité d'arroser en été. Et l'eau, on la voit passer cet hiver-là. Et ça, c'est dramatique. Donc, je pense qu'il va falloir... La guerre de l'eau va falloir qu'elle ait lieu, c'est dramatique. Mais il va falloir que les écolos, à un moment donné, on les démasque parce que ce sont des escrolos, ce ne sont pas des écolos. Il faut que les agriculteurs puissent avoir de l'eau l'été, quand il y en a eu beaucoup l'hiver. C'est-à-dire faire des méga bassines comme Sainte-Soline, par exemple. Méga Clairement. bassines, ça veut rien dire. Des bassines tout court, Ou ça des suffira. bassines, si vous préférez, oui. Après, on va pas relancer le débat sur les oui, bassines là d'accord. maintenant. Hein. Il Ben, nous reste non, 24 secondes. On C'est- sait très bien c'est la quels sont vérité, les parce que quand on a avantages. des nappes agriculteurs, phréatiques, quand des Oui, nappes d'accord, phréatiques mais sont enfin pleines. bon, on va pas non plus. Quand Il des est nappes agriculteur, il est ancien membre du gouvernement ou ancien Non, député. on va député, pas- ça suffira. ouais, ça va. Très bien. Quand des nappes phréatiques
phréatiques sont pleines, l'eau, elle part à la mer après. Donc, évidemment qu'il faut d'abord, en priorité, remplir les nappes phréatiques dans les périodes de pluie, mais il faut aussi pouvoir avoir des bassines pour stocker le surplus, qui de toute façon est perdu dans la région d'origine, dire que sur et qui manque pour l'abonnement des animaux et pour les cévales. Bassines, moi je suis pas écolo, sur le débat des bassines, il y a beaucoup d'experts qui sont pas forcément écolos et qui vous expliquent pourquoi les bassines, ça ne fonctionne pas. Mais il y en a beaucoup qui disent que ça fonctionne, et il y en a qui fonctionnent d'ailleurs, des bassines. En Vendée, ça fonctionne depuis 10 ans. Non, mais ok, je veux dire par là, mais arrêtez, c'est comme si on balance le débat sur les éoliennes maintenant, comme si on balance ça n'a aucun sens. Donc, soit on prend 1 heure et on fait un débat sur les méga bassines, soit tu monopolises pas la parole et moi non plus sur un sujet sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Ça fait 5 minutes qu'il est là, il se fait déjà engueuler. C'est normal. Je pense que je vais beaucoup m'abriter derrière la compétence de Jean-Baptiste. Il dit François Degois nous bassine. Il y a des bassines qui fonctionnent depuis 10 ans, qui fonctionnent très bien, qui ont permis de réalimenter certains cours d'eau qui séchaient en été. Écoutez, on a des châteaux d'eau. Écoute, on leur coupe, s'il vous plaît. Merci. Allez. Non, je vous engueule tous les deux. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Les 3 mots dans l'actu avec Félix, Mathieu. Faut les serrer, ils sont pas faciles, mais on les aime quand même. Et les réquisitoires du procureur avec vous, monsieur le procureur, on parle de quoi? Contre ceux qui méprisent Donald Trump. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité aux Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vraies Voix. Vous avez bien fait de choisir Sud Radio avec cette explosion de la croissance de l'écoute digitale de décembre, plus de 62% par rapport à 2022. Et ça, c'est à vous qu'on le doit. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? De la ministre de l'Éducation et des Sports qui est venue faire pénitence. Elle présente ses excuses à l'école littrée de la France qui fait de moins en moins de bébés, même si la population augmente encore un peu. Et puis un traitement prometteur contre le VIH. C'est l'Institut Pasteur qui partage des résultats qui laissent espérer. Donc en 3 mots, ça donne excuses, démographie et VIH. On en parle dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. C'est sur ceux qui méprisent Donald Trump, contre ceux qui méprisent Donald Trump, que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, j'entends des spécialistes de la vie politique aux États-Unis, ou même le commun des citoyens qui... analysant ce qui va se passer bientôt au mois de novembre 2024, considère que Donald Trump va l'emporter chez les Républicains. Ça, à peu près tout le monde semble d'accord. Que sur Biden, pour les démocrates, apparemment, la majorité considère aussi que ce sera lui le candidat démocrate. Mais derrière tout cela, derrière ces analyses politiques, j'ai parfois le sentiment que on ne comprend pas pourquoi Donald Trump reste indéracinable dans le camp républicain. Et c'est là où je voulais en venir, sans approuver certaines outrances, certains délires de sa personnalité. Il faut bien voir qu'il est une sorte de battleur de génie, qu'il donne à son camp un spectacle que celui-ci attend, et que ça n'est pas rien que de savoir répondre aux attentes, j'allais dire même les pires, en tout cas extrêmes, d'un électorat. Et il faut surtout pas le sous-estimer, y compris aujourd'hui, et encore moins s'il est réélu. Je crois que plus personne sous-estime Donald Trump. On peut considérer qu'il est de toute façon une personnalité extrêmement dangereuse. Moi, je pense que l'assaut du Capitole paraît tellement loin, et pourtant, elle est toujours là. Ça veut dire qu'il a une tendance populiste terrible. C'est quand même incroyable. On a quand même les dirigeants qu'on mérite. Moi, je ne remets pas en cause la démocratie américaine. Je dis juste que si les Américains sont prêts, parce que Biden va résister, c'est un très bon candidat aussi, Biden. Après, on peut considérer qu'il est sénile, etc. Mais d'abord, il a un bon bilan, et en plus de ça, il va être le rempart contre tous les gens qui n'aiment pas Donald Trump, et il est très, très malin politiquement, Joe Biden. Donc, je veux dire par là que, quand même, si les Américains sont capables de se donner à ce président Donald Trump, dont le principal programme, il l'a laissé entendre sur Fox News, est la vengeance, c'est-à-dire que sa priorité va être de se venger et de nettoyer ce qu'on appelle
dans la sphère délirante, l'état profond, vous savez, ces gens qui nous manipuleraient tels des marionnettes, eh bien, voilà, c'est aussi le choix des Américains. Mais je suis d'accord avec vous, ne pas le sous-estimer. Jean-Baptiste. Oui, non, je pense que ça fait longtemps aux États-Unis qu'on n'a pas vu un duel entre un président sortant et un ancien président. Je pense que c'est assez rare parce que d'habitude ça change beaucoup d'une élection à l'autre. On a un personnel politique qui se renouvelle assez vite aux États-Unis avec des non-possibilités de se présenter une fois sur l'autre. Et là, on va avoir le même duel que la dernière fois et ça va être effectivement serré. Et Trump est à prendre très au sérieux. Et dans le contexte géopolitique mondial dangereux tel qu'il est aujourd'hui, l'arrivée d'un Trump, c'est un peu allumer un pétard dans une poudrière, je pense. Allez, je suis d'accord. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, excuses, démographie et VIH. La ministre de l'Éducation et des Sports, accueillie par des huées à l'école Littré où son fils avait été brièvement scolarisé, Amélie Oudéa-Castéra indique avoir présenté des excuses aux enseignants après ses propos controversés de la semaine dernière. La France fait de moins en moins de bébés, même si la population augmente encore un peu. L'INSEE vient de livrer ses chiffres pour l'année dernière. Nous sommes quasiment 68 millions et 400 000. Et puis l'Institut Pasteur communique des résultats prometteurs sur la lutte contre le VIH. Un traitement précoce pourrait réduire les effets du virus à condition de détecter beaucoup plus vite les infections. Les vraies voix Sud Radio. Voilà pour le comité d'accueil. Ambiance ce matin, Amélie Oudéa-Castéra a fait le détour par l'école Littré. La ministre de l'Éducation et des Sports venue faire pénitence dans l'école où son fils avait été scolarisé quelques mois, il y a quelques années. Ses propos sur les insuffisances de son expérience du public et sur les paquets d'heures non remplacées ont bien du mal à passer sur place. Alors la ministre indique avoir présenté ses excuses, si vous arrivez à les entendre, derrière les huées. J'ai pu revenir sur ces excuses que je leur devais de les avoir blessés. J'ai pu aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir cités nommément. Amélie Oudéa-Castéra devant l'école Littré au micro de nos confrères de France Télévisions. Et malgré ses excuses, l'épisode va laisser des traces, à en croire Léa de Boisseuil, co-secrétaire départementale du FSUS NUIPP Paris dans les rangs des manifestants. On demande sa démission au plus vite et on veut quelqu'un qui arrive au ministère de l'Éducation nationale et qui s'engage sur les vrais dossiers dont a besoin l'école. Et c'est ni des uniformes ni des manuels labellisés. Amélie de Boisseuil du SNUIPP au micro AFP d'Arnaud Richard et d'Olivier Feunier. Philippe Bilger, difficile de tenir comme ça. C'était une erreur, à mon avis, de la nommer ministre de l'Éducation nationale bien avant la polémique. Mais le deuxième élément, sans doute je mets trop d'émotions dans la vie politique, mais on a compris, maladresse de communication, un mensonge, mais tout de même, maintenant, on pourrait arrêter de mettre en cause en permanence un choix de vie personnelle, familiale, qui n'est pas scandaleux, qui devrait permettre de ne pas faire autre chose. Mais personne ne m'a demandé c'est elle qui a parlé de sa vie privée, c'est elle qui a parlé de Littré, c'est elle. Je veux dire, honnêtement, il faut se maîtriser. Moi, je pense pas qu'il y a d'acharnement. Qui est-ce qui a eu l'idée débile de l'envoyer faire son mea culpa ce matin chez Littré? Comment est-ce qu'on peut imaginer une minute que ça se passerait autrement et que la séquence serait dégueulasse? Ça sort directement du bureau du Premier ministre. C'est Gabriel Attal qui lui a dit maintenant va chez Littré. Si tu va à l'école Littré, eh bien déjà tu communiques pas, tu le fais discrètement, etc. C'est n'importe quoi de A à Z, mais le point de départ, je vous le rejoins, je vous rejoins là-dessus, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut mettre un grand ministère avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est impossible. Allez, Jean-Baptiste, parce qu'on a très peu de temps. Non, mais oui, je vais faire court. Son erreur, ça a été surtout de répondre à l'interrogation. Elle avait le droit de mettre ses enfants dans le privé, même si en tant que laïcard, je suis pas fan de quelque école privée que ce soit. On va pas rouvrir la guerre école publique, école privée, parce qu'elle a coûté assez cher dans les années 80. Donc, son erreur, ça a été d'essayer de se justifier. Voilà, elle a mis ses enfants dans le privé, elle a le droit, elle est ministre de l'Éducation nationale. Point. Gabriel Attal avait été accusé de la même chose parce qu'il avait fait l'école alsacienne quand il est arrivé à l'Éducation nationale. Il s'est pas justifié, il en a pas parlé et terminé, basta. Il faut éviter de répondre et de créer des polémiques pour créer et faire du buzz pour du buzz. Allez, on parle d'enfants. Deuxième mot avec vous, Félix Mathieu, c'est démographie. La population française augmente encore, mais le nombre de bébés est au plus bas depuis 1946. Oui, l'INSEE a fait les comptes. Pour 2023, la France compte 68 373 000 habitants. Une nouvelle progression de 0,3%, croissance principalement due au solde migratoire. Pour autant, le nombre de naissances a reculé de plus de 6,5% sur un an. L'année dernière, la France passe sous la barre des 700 000 naissances. Ces chiffres, en fait, témoignent de la fin d'une exception démographique française. Mais ils ne surprennent pas Chantal Jeannet, vice-présidente de l'association Famille Rurale. Chantal Jeannet,
On va peut-être entendre, non, on l'entend pas, Chantal Jeannet qui était ce matin sur Sud Radio. Allez, on va passer au troisième mot. VIH, l'Institut Pasteur vient de partager les résultats très prometteurs d'un traitement innovant. Un traitement qui pourrait réduire les effets s'il est pris très vite après l'infection. 4 semaines seulement après une infection au VIH, ce traitement anti-rétroviral pourrait permettre de contrôler le virus sur le long terme, même après donc l'arrêt du traitement, selon les résultats de cette étude communiquée aujourd'hui par l'Institut Pasteur. Des résultats qui renforcent l'intérêt du dépistage précoce, la prise en charge le plus tôt possible des personnes ayant contracté le VIH. C'est ce que souligne Pasteur. Actuellement, en fait, la plupart des personnes avec VIH démarrent leur traitement des années après l'infection à cause du dépistage trop tardif. Ce traitement précoce, donc, s'il est maintenu pendant 2 ans, optimise le développement des cellules humanitaires, selon donc ces chercheurs français qui viennent de communiquer cette découverte. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous. On va revenir sur cette journée de mobilisation pour les agriculteurs d'Occitanie. Ils étaient plus de 2 millions à s'être réunis depuis ce matin à Toulouse pour dénoncer la précarité de leurs conditions de travail. Avec cette question, Philippe, faut-il favoriser les produits français et européens? Oui, alors parlons vrai. Est-ce qu'il y a une crise de l'agriculture en France, et pas seulement en France, mais aussi en Europe, comme on le voit en Allemagne, en Tchéquie ou encore en Roumanie? Est-ce qu'on est en train d'assister au premier mouvement social européen des agriculteurs? L'agriculture, faut-il favoriser les produits français et européens? Vous dites oui à 97% sur Twitter. Et on en parle avec Bertrand Loup, secrétaire général adjoint de la FDSEA 31 et agriculteurs. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Est-ce que l'agriculture en France a encore un avenir selon vous? Actuellement, depuis la fin de l'épisode Covid, on peut dire que tout est fait au niveau de l'État pour désindustrialiser l'agriculture. Alors c'est un peu comme antinomique, mais on va dire que il est exactement appliqué la même stratégie de désindustrialisation au secteur agricole. On en parle dans un instant, vous bougez pas. 0826 300 300, vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus avec nos éditorialistes jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Quand on vous dit qu'on est content avec Philippe David d'être avec vous tous les jours, on est en dessous de la vérité. On est très en dessous. On est très en dessous parce qu'on ne sait même plus quoi dire. François, ça vous intéresse pas ce qu'on dit? Si, parce que moi, parce que c'est passionnant. Excusez-moi. C'était quand même le moment de l'émission qu'il fallait écouter. Je suis d'accord, non mais moi j'aime beaucoup discuter avec vous. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Non, mais là, parce qu'on est en train de discuter de choses fondamentales. Mais voyez-vous à Noël, mais Jean-Baptiste est très discipliné en général. Allez boire un verre après l'émission. Non mais sans blague. Non mais c'est dingue. C'est vrai que vous disturbez un peu là. C'est disturbé. C'est mi-français, mi-anglais. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois aussi, Jean-Baptiste Moreau, agriculteur et ancien député. Qu'est-ce que vous préférez, l'agriculture ou la députation? Alors l'agriculture, vous avez 2 heures. Je suis en voie de conversion. Je suis en train de laisser la main à mon ancien salarié que j'ai passé comme associé il y a 1 an et demi, auquel je suis en train de céder mon exploitation pour me consacrer aux affaires publiques, à un think tank sur lequel je suis en train de travailler sur l'agriculture justement, et voilà, donc je suis en voie de reconversion, pas parce que j'aime plus l'élevage et l'agriculture, parce que j'aime plutôt plus ça que la mission de député. Il va finir par animer L'amour est dans le pré, lui, je vois bien. Allez, tout de suite. J'ai beaucoup moins de charme que Karine Le Marchand, non, ça ne marchera pas. Allez. Ça ne marchera pas. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les agriculteurs de toute l'Occitanie qui se donnent rendez-vous à Toulouse aujourd'hui. Non à cette distorsion de concurrence, à ce ras-le-bol général. Il faut savoir ce qui leur arrive en fait aux agriculteurs européens, et notamment aux agriculteurs français. Certains herbicides sont autorisés de l'autre côté de la frontière et sont interdits en France. Il n'y a plus de renouvellement de génération dans l'agriculture et quasiment plus de revenus chez l'ensemble des agriculteurs. On fait rentrer sur le territoire français du blé, notamment traité jusqu'à 7-8 fois au glyphosate sur la culture. C'est pas jouable pour nous en France. Il y a des gens qui font 70 heures, notamment dans l'élevage, et qui dégagent même pas un SMIC, et certains sont à 300 € par mois. J'ai l'impression que la profession aujourd'hui est stigmatisée et on en est là. Et donc les agriculteurs ont à nouveau manifesté ce mardi devant la préfecture de Toulouse. Les revendications sont les mêmes, elles résonnent aussi dans toute l'Europe, en Roumanie ou en Allemagne. Et ceux qui nourrissent la population veulent pouvoir en vivre décemment sans être assommés par les normes et menacés par les importations, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Y a-t-il un manque de reconnaissance de la profession d'agriculteur? Est-ce qu'il y a une cohérence avec la politique européenne Farm to Fork, de la ferme à l'assiette, à la fourchette, qui prévoit de baisser la production de 20% alors que l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture
l'agriculture et la nourriture, dit qu'il va falloir augmenter la production mondiale de 60%. Est-ce qu'on est en train d'assister au premier mouvement social européen de l'agriculture? Faut-il favoriser les produits français et européens? Vous dites oui à 97%. Et Bertrand Loup nous a fait le plaisir d'être avec nous en direct ce soir, secrétaire général adjoint de la FDSEA et 31 et agriculteur en polyculture élevage. Merci d'être avec nous en tout cas après cette journée de mobilisation puisque vous étiez sur place. Petit tour de table avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, ces agriculteurs qu'on aime beaucoup. On est quand même la radio des territoires, Sud Radio, et donc on leur donne souvent la parole. Oui, alors, dénoncer un certain nombre de banalités, je n'ai pas d'autre choix, mais d'abord, depuis toujours, à cause d'une ascendance du côté paternel, j'ai toujours eu profondément un faible pour l'agriculteur. Ouais. Je pourrais développer des motifs psychologiques qui m'ont conduit à le faire, mais je n'avance pas là-dessus. Deuxième élément, vous avez rappelé à quel point l'agriculture était fondamentale, et bien sûr, je réponds oui à la question de Sud Radio, il faut privilégier les produits européens. Troisième élément, même sans être un spécialiste, et je suis content d'en parler devant Jean-Baptiste Moreau, je connais la quotidienneté parfois dramatique des agriculteurs français, puisque je crois savoir qu'avec les policiers, c'est chez eux qu'il y a le plus fort taux de suicide, ce qui est colossal. Quatrième élément, j'ai du mal à percevoir ce qu'ils désirent vraiment, parce que depuis que je suis en âge d'être un peu un citoyen sur ce sujet, je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que de la crise de l'agriculture française. Alors, est-ce qu'elle existe de manière chronique et est-ce qu'on peut l'arrêter? C'est la question que je pose. Jean-Baptiste Moreau. Alors c'est toute la raison de mon engagement aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je laisse mon exploitation aussi, c'est parce que je me suis rendu compte au cours de mes 5 ans de député que combien le monde politique et le monde médiatique étaient éloignés des problématiques agricoles et des problématiques des paysans. Autant par le passé, les paysans étaient suffisamment nombreux pour irriguer tout le territoire et tout élu avait un cousin, un frère dans l'agriculture, autant aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Et on voit qu'il y a une incompréhension des deux côtés d'ailleurs, une incompréhension du monde politique vis-à-vis de l'agriculture et des agriculteurs qui ne se sentent plus écoutés, ni représentés, ni même entendus par les décideurs politiques globalement. Et cette manif, elle se fait dans la foulée d'une grosse manif qui se passe en ce moment en Allemagne depuis plusieurs semaines déjà, avec aujourd'hui, je crois que c'était plus de 5000 tracteurs qui ont bloqué Berlin, toute la ville de Berlin. Il faut savoir que les agriculteurs allemands, c'est comme les Allemands en général, c'est pas dans leur habitude de manifester globalement. Et aujourd'hui, ils sont excessivement en colère et les causalités sont les mêmes. C'est l'écologie punitive. Alors en Allemagne, en plus, ils sont au pouvoir avec Scholz et ses alliés verts, qui est le ministre de l'Agriculture allemand, qui est un écolo, qui est vert. Et donc aujourd'hui, les agriculteurs se sentent attaqués de toutes parts par cette écologie punitive et dogmatique qui n'a pas grand-chose à voir avec l'environnement et qui crée globalement une espèce d'hypocrisie générale où on impose à nos agriculteurs européens et agriculteurs français, parce qu'en plus nous en France on est assez fort pour surtransposer, c'est-à-dire pour remettre une couche en plus des règlements européens sur les produits phyto. On déporte la pollution, c'est-à-dire qu'on interdit à nos agriculteurs des moyens de production dont on se fout qu'ils soient utilisés ailleurs dans les produits qu'on importe des pays comme les États-Unis ou comme l'Amérique du Sud. Donc c'est d'une hypocrisie fondamentale. Moi je pense qu'il faut réformer la PAC, il faut faire la transition écologique, donc ça on va pas se battre là-dessus, Jean-Baptiste, mais simplement je voudrais sur la pauvreté, et ça sera très intéressant, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, sur la pauvreté en Europe. Eh bien sachez qu'il y a 4,5 millions d'agriculteurs en Europe, à peu près, le chiffre sur l'ensemble de la sphère politique européenne. Eh bien figurez-vous que dans les seuils de pauvreté, eh bien on retrouve les agriculteurs et les pêcheurs. Est-ce que vous vous rendez compte que les personnes les plus frappées par la précarité, pas simplement en France, au niveau européen, ce sont ceux qui nous nourrissent, que ce soit la terre, l'élevage ou que ce soit la mer. Donc ça, c'est absolument crucial. Je comprends ce malaise, je comprends ce désarroi, je comprends aussi, et Jean-Baptiste sera d'accord avec moi, parce qu'on la changerait pas de la même manière si nous étions députés européens, mais en tout cas, il faut revoir la PAC. La PAC, elle a été pensée pour que on soit souverain, pour qu'on puisse produire suffisamment à manger pour tout le monde, et que les agriculteurs aient un revenu décent. C'est fini. Elle n'atteint plus ses objectifs, la PAC. Il y a de trop grands décalages. Allez, on part sur le terrain. Voilà. Je comprends le désarroi des agriculteurs. Allez, Bertrand Loup, secrétaire général adjoint de la FDSEA 31 et agriculteur en polyculture élevage dans la Haute-Garonne. Vous êtes à la manifestation de Toulouse. Dans quel état d'esprit sont les agriculteurs, Bertrand Loup? Quelles sont leurs principales revendications aujourd'hui?
Alors l'état d'esprit aujourd'hui, c'est que nous sommes dépités et en colère. Dépités d'abord parce que on ne vit pas de notre métier, ça fait des années qu'on le dit. On était porté au pinacle pendant la période du Covid en disant qu'on était essentiel à la nation parce qu'on nourrissait la population, parce que les gens n'avaient pas le choix. On ne pouvait plus importer. Et puis, du moment que le Covid a été terminé, on nous a remarché dessus. On nous a remis plein de normes, sorti notre rémunération, qu'on n'avait déjà pas trop, et nous retransposer à nouveau norme sur norme, contrainte sur contrainte, et nous sortir les moyens de... On va reprendre Jean-Baptiste avant qu'on récupère la ligne. En fait, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est quoi les premières mesures immédiates, les 2-3 premières mesures immédiates qu'on pourrait mettre en place? Alors, déjà, enlever toutes les surtranspositions franco-françaises par rapport au règlement européen, parce qu'on est sur un marché commun avec l'ensemble des autres pays européens, et aujourd'hui, on a un certain nombre de normes qui sont mieux disantes par rapport aux normes européennes. J'explique, par exemple, la fraise espagnole, on peut utiliser des produits qui sont totalement interdits en France, ce qui permet à la fraise espagnole, outre d'avoir des coûts de production moins chers, d'être moins cher. Il y a des on a retrouvé Bertrand, bougez pas Jean-Baptiste, merci. Vous êtes avec nous, Bertrand? Oui, vous m'entendez? Oui. En fait, je vous posais une question, ce que je disais à Jean-Baptiste Moreau, pour qu'on comprenne bien et que tout le monde soit dans le même niveau de lecture. C'est quoi les premières mises en place? Qu'est-ce qu'on pourrait changer immédiatement qui pourrait vous aider? Alors immédiatement, là, tout de suite, déjà ce serait d'arrêter de vouloir nous taxer sur les carburants, parce que on veut nous faire passer au prix du gasoil blanc que vous consommez pour vos voitures. Chez nous, c'est 100 € de moins à l'hectare de revenus, c'est-à-dire notre revenu. C'est comme ça. Ça, c'est mathématique. Alors... c'est la revendication des Allemands, d'ailleurs. C'est la revendication des Allemands, la revendication de tout le monde. C'est pour ça que je disais en préambule que tout est fait pour nous sortir notre compétitivité, qui est déjà bien faible, et on nous rajoute toujours des contraintes. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le gasoil non routier, donc le gasoil rouge qui est utilisé dans les tracteurs et dans les machines agricoles aujourd'hui, est moins taxé que le gasoil qu'on trouve à la pompe pour le citoyen lambda, mais pour des raisons assez simples. C'est que les quantités utilisées, parce qu'il n'y a pas d'alternative pour les agriculteurs. Enfin, je veux dire, on va pas revenir à travailler avec des bêches. Les tracteurs électriques, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, vu les volumes qui sont sur les exploitations utilisées, c'est impératif. Et en Allemagne, c'est un rythme encore plus rapide que celui en France. Effectivement, en France, il y a un rythme qui a été adopté avec un horizon 2030 sur l'augmentation de la taxe sur le GNR. Et en Allemagne, c'est encore plus rapide. Et c'est pour des raisons écologiques qui peuvent s'entendre, encore une fois. Sauf que les agriculteurs n'ont absolument pas les moyens d'englober ça dans leur coût de production. En tout cas, c'est pas la première mesure qu'il faudrait mettre en place. Une question à poser à notre ami syndicaliste, à Bertrand. Vous êtes, moi, je suis complètement opposé à l'utilisation du glyphosate et je ne sais pas à peine de hurler, je sais, pas de substitution, etc. Est-ce que vous, si d'aventure vous aviez les moyens de faire autrement, quel est votre point de vue sur cette agroécologie qui, de toute façon, gagne du terrain? C'est le sens. C'est le sens. Mais justement, en Europe, bien sûr. C'est le sens. Laissons-le parler. Si je peux me permettre, déjà, il faudrait que les gens viennent sur le terrain. Parce que le problème, tous les gens qui veulent nous faire passer sur l'agroécologie ne savent pas faire planter de tomates chez eux. C'est bien ça pas vrai, Stéphane. Non, ce que je veux vous dire, c'est que on nous pose tout un tas de mesures agro-environnementales à suivre et nous ne sommes pas contre. Les agriculteurs, nous avons toujours voulu suivre l'évolution et on est toujours prêts à évoluer. Alors aujourd'hui, on nous a dit sur la dernière PAC, vous avez des mesures agro-environnementales à suivre, ce qui vous permettra de rester sur votre même niveau de rémunération au niveau de vos aides PAC. Ce qu'on nous avait pas dit, c'est que c'était une enveloppe fermée. Et donc à la fin, on se retrouve avec 23 ou 40 ou 30 euros hectares en moins. On aura encore la rémunération. En fait, excusez-moi du terme, on s'est fait cocufier encore une fois. Non, mais on est d'accord qu'il faut revoir la PAC, Bertrand. On est d'accord qu'il faut revoir la PAC, il faut mieux la distribuer, il faut mieux la rééquilibrer. Mais elle est déjà rééquilibrée, elle est déjà pas mal rééquilibrée. Bien sûr, elle est verdie, etc. Mais ça, c'est le Foll qui avait aussi commencé le boulot, mais vous l'avez continué. De Normandie, il a continué. Mais vous l'avez continué. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Le gros souci, moi, je trouve, c'est que on laisse trop la main aux politiques sur la gestion des filières économiques. Et on manque on manque d'expertise technique et économique et on laisse trop la vision idéologique prendre le pas. À un moment donné,
À vouloir être trop utopique, on va se retrouver avec une agriculture qui sera morte. Bougez pas, Bertrand. Aujourd'hui, on a voulu faire passer tout le monde en bio. Les bio, ils sont dans le mur parce que c'était un marché de niche et maintenant tout le monde en revient. Il n'y a plus de demande. Restez avec nous, Bertrand. 0826 300 300 le Lot et la Garonne avec Paul qui est agriculteur. Paul, une réaction? Oui, bonjour. Mais moi, je suis à la coordination rurale, je suis pas à la FNSEA. Je pense que c'est ce qui fait aussi la différence parce que nous, depuis le début, on se bat pour continuer à produire. On a toujours eu un slogan, nous, c'était des prix rémunérateurs, pas de primes. Parce qu'on avait compris que les primes, elles dépendaient de l'UE et que quand l'UE ne lui donnait pas, on était foutu. En ce qui concerne l'agroécologie, moi, j'ai des fraises sous serre qu'on chauffe au granulé de bois. Le granulé de bois, il vient d'Agen, des établissements Péchavy. Il est fabriqué en Dordogne. Donc, on n'a pas attendu personne. Je récupère l'eau de mes serres, pour irriguer mes fraises. On le fait déjà. On n'est pas des fous furieux. On est des gens sérieux. C'est super de le dire. Les agriculteurs sont les premiers exposés au changement climatique, donc ils peuvent pas le nier. Enfin, moi, mon père a connu 2 grandes sécheresses tout au long de sa carrière. Moi, j'en ai connu plus de 7 déjà. Donc, je veux dire, c'est évident que le changement climatique, il est là. Maintenant, il faut adopter des changements et des changements aussi pour préserver l'environnement, mais dans un temps compatible avec l'agriculture, pas dans le temps des médias et des réseaux sociaux. Une question d'un néophyte. Ouais, absolument. Qui aime beaucoup l'agriculture. Bertrand, vous avez évoqué tout à l'heure sur une question qu'il fallait évidemment qu'il n'y ait pas de taxe sur les carburants. Pour faciliter la vie des agriculteurs aujourd'hui, que faudrait-il de plus ? Des prix rémunérateurs de nos produits. Ce serait la première chose. Ramener de la rentabilité par le chiffre d'affaires. De la valeur ajoutée, en fait. Après, et en même temps, nous, tous les jours, on travaille pour comprimer nos charges. À un moment donné, nos charges sont incompressibles, elles augmentent tous les ans. Donc, s'il n'y a pas de meilleur prix de vente à la fin, on ne pourra pas récupérer de rentabilité. À côté de ça, on a des crises sanitaires, excusez-moi, on a des crises sanitaires sur le bétail. On a une crise qui s'appelle la maladie hémorragique, la MHE. Oui. Moi, j'ai des copains, là, parce que c'est des copains, ils sont au bord de se jeter, de faire un geste. J'ai des gars qui ont 150 vaches. Ils n'ont pas vendu plus de 3 veaux depuis le début de l'année parce qu'ils sont tous positifs à la MHE. Et on nous laisse comme ça en plan. 4 fois qu'on va chez le préfet. Ça fait 2 manifestations qu'on fait, on nous rit au nez en face. Donc nous, on va changer d'action, ça va passer à la violence. Parce qu'il n'y aura plus que ça. Ouais, mais il ne faut pas en arriver là. Non, maintenant c'est trop tard. Bertrand, moi je vous entends vraiment, vous avez raison, parce que vous allez être, de toute façon, je pense que vous allez être indemnisé pour ces animaux malades, je l'espère en tout cas. Mais j'ai une question à vous poser par rapport aux négociations commerciales, parce que vous vous attaquez toujours les écologistes, l'idéologie. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux 3 centrales d'achat aujourd'hui qui serrent le kiki aux agriculteurs et à l'agroalimentaire? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bertrand. On va être simple, c'est des bandits. Oui. C'est des bandits, ils sont responsables en grande partie du désarroi des agriculteurs. Et c'est toujours pareil. Moi, je vais vous citer un exemple tout simple. J'ai des collègues près de chez moi qui travaillent très bien, qui sont en bio, qui font du lait de chèvre. Ils transforment tout, ils ont 14 emplois sur l'exploitation. Ils vendent tout en grande surface. Les grandes surfaces leur serrent, comme vous dites, le kiki, chaque semaine. Et les mettent à mal. Ils arrivent à peine à se rémunérer alors qu'ils ont 14 emplois sur l'exploitation. On les fragilise toutes les semaines parce qu'on vous fait grossir, on vous impose de faire des volumes et après on vous fragilise. Et c'est comme ça. Merci en tout cas Bertrand, je suis désolée, ça passe très très vite ce moment. Merci beaucoup Bertrand Loup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous laisser parler. Oui, on aime nos agriculteurs. Bertrand, n'oubliez pas que nous d'abord on est là, on vous soutient et puis on va faire une grande émission sur l'agriculture avec vous, avec Philippe David pendant 1 heure et on vous donnera l'occasion de bien parler, de prendre du temps et voilà, et on vous réinvitera. Un dernier mot sur l'acceptation qui est faussée des agriculteurs en France. Dans la plupart des médias à Paris, on entend que nous, la FNSEA, l'ACR aussi, de mon collègue, vu qu'on est du mauvais bord politique, on a une mauvaise image et qu'on n'est pas accepté par la population française. Quand vous êtes ici à Toulouse... Même moi, j'étais le lobbyiste de la FNSEA en tant que... La France est à droite, donc un agriculteur est un agriculteur. Allez, merci beaucoup Bertrand, on vous embrasse très fort, merci beaucoup. Et puis on va lancer un petit jeu, puisqu'on va essayer de donner de la joie aussi. C'est le moment de jouer sur Sud Radio pour gagner un bon pour un séjour d'une valeur de 1
1200 €. Vous avez bien entendu, 1200 € pour les prochaines vacances dans l'un des 45 clubs bel en bras en famille ou entre amis. Alors vous allez pouvoir remporter ou à la mer, ou à la montagne ou même à la campagne. Et pour ça, vous allez devoir appeler le 0826 300 300. Et puis ça me fait plaisir que ce soit un agriculteur en tout cas qui donne un chiffre entre 1 et 25. Jean-Baptiste Moreau. 14. 14e appel au standard pour remporter 1200 €. Un voyage magnifique pour 4 personnes en famille ou entre amis. C'est dans un instant. On fait un petit point et dans un instant on joue surtout. Qui c'est qui l'a dit? Ils en disent des bêtises. À tout de suite. C'est l'heure du moment fatidique de l'émission, le moment où tout le monde devient fou. Ouais. Notre honneur est en jeu, je rappelle. Non, mais c'est pas ça, c'est où tout le monde se révèle. L'honneur de Macron. Tout et le l'honneur monde de se la révèle droite. dans ce jeu. Et là, on sent l'hystérie monter. Hein. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et Jean-Baptiste Moreau, agriculteur et ancien député. Et notre vraie voix du jour, auditeur, Paul, qui est avec nous du Lot-et-Garonne. Paul, ça va? Ça va. Hello, Allez. Face à François Degois, quand même, qui est très rapide. Hein. Non, mais je suis pas bonne. Allez, on y va. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Vous répondez en premier, Paul, et si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les vraies voix qui répondent à votre place. Et c'est une question, qui c'est qui l'a dit, à 3 points, au sujet de Rachida Dati. C'est toujours surprenant de voir des gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire. Barouin. Bonne réponse de Paul. 3 points. On avait une chance. François Barouin, maire de Troyes. À besoin d'adoption. Deuxième question, une question à 1 point. Qui c'est qui l'a dit? Moi, je ne veux pas Dalida Premier ministre. Les paroles. Ah, Paul. Mélenchon? Non. Roussel. Bonne réponse de Philippe Bilger, 1 point. Et voilà, pas mal. 1 point seulement. Oui, Oui, Roussel, on l'a souvent. Pourtant, ça méritait 3. Hein. Allez. Qui c'est qui l'a dit à Emmanuel Macron? La prochaine fois, il faut faire plus simple. Il peut se nommer lui-même Premier ministre. Paul. Hollande, allez. Non. Mélenchon? Non. Panot. Bonne réponse. Elle a été plus Non, rapide. il l'a dit en premier. Non, Françoise l'a dit en premier. Ok. 1 point pour Françoise Degois. Un seul point. Oui, Mathilde Panot, on la cite tout le temps, Ça va, presque. Mathilde Panot. Qui c'est qui l'a dit? Question à 3 points. Au sujet d'Amélie Oudéa-Castéra, elle ne devrait même plus être en poste. Je sais. Paul. Je passe. Ségolène Royal. Bonne réponse de Françoise Degois qui prend la tête. 4 points. Oh, qu'est-ce qu'elle a à être hyper carrée aujourd'hui, mal à citer Françoise. Ségolène D'habitude, elle fait. Allez, Non, mais je suis carré parce que Paul, il est redoutable là. Qui c'est qui l'a dit? Attention, Macron doit donner un cap pour ne pas passer du en même temps au nulle part. Ça vaut 2 points. MLP? Marine Le Pen? Non. Manuel Valls. Bonne réponse, Manuel Valls. 2 points pour Françoise Degois. Oh là là, qui fait l'écart. Ouh, c'est moche. Qui c'est qui l'a dit? Ouais. À l'inverse des macronistes, nous ne passons pas notre temps à faire des castings. À faire des castings pour exister seulement dans la communication. C'est une question à 2 points. Ouais. Paul. Chetty? Non. Bardella. Non. Marine Le Pen. Non. Quelqu'un que vous aimez Marion beaucoup. Maréchal. Retailleau. Non. Barlex. Non. Mais alors, c'est on les a un tous casting fait. pour Un député européen. Ah, mais Bellamy. Bonne réponse de Françoise. Oh, alors, mais qu'est-ce qui t'arrive, Paul l'a dit en même temps. 2 points et 2 points. Bon, Allez. 2 Mais points, c'est Paul, qui? ça va, J'ai pas compris. Bellamy. Mais ça se voit ça se voit pourtant, que je l'aime bien. casting, d'ailleurs, ça marche très bien. Je l'ai Ami. tellement lu depuis hier Ben oui. et j'ai oublié. Allez, qui c'est qui l'a dit à 1 point au sujet de la nomination de Rachida Dati? La politique, ce n'est pas la Star Academy. Alors là, Je sais pas qui c'est. là je le sais pour une fois. Paul? Retailleau? Non. Ciotti. Bonne réponse de Philippe Bilger On est qui à marque combien 1 point. là? Tu peux 3 faire points, là. Eh ben, 8 points pour Françoise Degois, 5 points pour Paul, 2 points pour Philippe Bilger zéro. et La Fanny tête à pour Toto. notre... Parce que Non, c'est mais la parce première que- fois que parce vous que- jouez, Ouais, Jean-Baptiste C'est Moreau. pour ça. Ouais, pas mal. Bravo, Paul. Bravo, Allez, Paul, hein. bravo. Et moi, je vous dis pas bravo. Bravo, Françoise. Vous êtes habitué. Non, pas du tout. Françoise. Ça fait longtemps que je gagne plus. Ouais, Et bah. alors, je voudrais. Vous avez Bon, mais acheté l'arbitre. Bravo, Paul. Je suis sûre que bravo. vous avez acheté l'arbitre. Mais bien sûr, non, mais sûr vous, que de oui. toute façon, comprends vous- bien, à chaque fois qu'il y a un propos politique, ça fait qu'un point. Hein. Allez, les amis, J'aurais dû avoir 6. Paul, merci beaucoup Clairement. d'avoir été notre vraie voix. On est ravis de vous avoir eu aujourd'hui. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec Philippe, on parle de quoi? Les couteaux intimes sont tirés. Je pense à Barouin et Rachida Dati. Avec Jean-Baptiste Moreau, on parle de quoi? De la loi d'orientation agricole qui arrive présentant au Conseil des ministres la semaine prochaine, normalement. Françoise Degois. Collège, lycée Stanislas avec des méthodes vraiment pas très catholiques, si Allez. je puis m'exprimer ainsi.
Vous restez avec nous, on commente au 0826 300 300. Vous êtes bien entendu les bienvenus. C'est la maison Sud Radio. Vous êtes bien chez vous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et beaucoup de place pour vous jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Baptiste Moreau, agriculteur, bientôt ancien agriculteur et ancien député, avec plein de choses à venir. Et puis on reviendra à partir de 18h30 sur cette conférence de presse que va donner le président Macron aux alentours de 20h15. Et en attendant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Et on donne la parole aujourd'hui à qui et où? Eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des Pyrénées-Orientales. Donc ça s'appelle encore comme ça, du moins. Figurez-vous que le département veut changer de nom pour souligner son identité catalane et les habitants vont avoir la parole pour choisir le futur nom. Bonsoir Hermeline Malherbe. Bonsoir, merci de m'accueillir. Présidente du département des Pyrénées-Orientales, merci à vous d'être dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous venez d'annoncer une future consultation pour rebaptiser votre département. C'était pas bien, Pyrénées-Orientales ? Ah, c'est pas ce que nous disions, c'est simplement comme on s'est engagé en 2021 dans le cadre de notre projet électoral et donc de notre projet de mandat à revenir sur le nom et à faire participer l'ensemble des concitoyens pour le choix de ce nom. Et je rappelle que c'est une proposition puisque ceux qui le définissent, c'est le Conseil d'État. Donc le travail pour nous, c'est de faire cette consultation, de voir quelle est la meilleure solution par rapport, si on garde Pyrénées-Orientales ou si on choisit un autre nom qui soit plus en cohérence avec notre identité locale ouverte et inscrite dans la République française, bien entendu. Et c'est vraiment dans cet esprit que nous lançons cette consultation d'ici la fin de l'année. On peut donner des noms, nous, ou pas? Oui. L'idée, ça serait de faire apparaître catalan quand même dans le futur nom, peut-être? Oui. Pyrénées catalanes, par exemple. Moi, je trouve ça pas mal parce que je me souviens de l'enfer. Moi, je suis des Hautes-Pyrénées avec Philippe David, malheureusement pour nous, et avec Emmanuel Macron aussi. On est des Hauts-Pyrénéens, donc on est au-dessus. Beaucoup de gens bien. On n'est que des gens bien. On est les Hauts-Pyrénéens, autrement dit, la frontière sauvage, tout le monde se fout de nous. Mais je me souviens du désespoir que les Bas-Pyrénéens avaient, que les Pyrénées, les Basses-Pyrénées s'appellent Basses-Pyrénées. Et ils ont changé en Pyrénées-Atlantiques. Ça a fait plaisir d'ailleurs à François Bayrou. Et il y a plus de 40 ans, donc je trouve ça vachement bien que les identités évoluent. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, non, Jean-Baptiste? Oui, les Côtes du Nord sont devenues les Côtes d'Armor, donc voilà, effectivement, pourquoi pas, si c'est plus représentatif de la culture du département, ça me semble effectivement assez logique, oui. Est-ce que vous avez un favori parmi les noms possibles entre, par exemple, Pyrénées catalanes ou Pays catalan? Alors, si vous comprenez bien que si moi je vous cite aujourd'hui un favori, c'est pas très intéressant. Oui. Quand on veut vraiment faire participer nos concitoyens, il y a un premier travail qui se fait avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Pour la plupart de ces acteurs, ils siègent à l'Office public de la langue catalane et occitane, j'allais dire, puisqu'on a les deux éléments sur notre territoire. Et puis, avec les représentants des différentes chambres consulaires, avec des universitaires d'histoire, mais aussi de droit, parce qu'il faut aussi qu'on ait ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, ou quelle est la meilleure solution pour qu'effectivement on ait cette possibilité de changer le nom et de la faire rendre plus cohérente avec cette dimension catalane. Et donc tout ça, on fait un premier travail sur ce premier semestre 2024 jusqu'au printemps en gros, et ensuite effectivement ça nous permettra de proposer à l'ensemble des habitantes et des habitants d'être dans la consultation, dans la concertation, et ils pourront s'exprimer. Moi, je vous dis de suite ce que je pense, c'est pas très... voilà, moi, je vous propose le Sud Radio catalan, mais après, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est quand même... il faut garder Pyrénées dedans, non? C'est quand même ça votre conviction, quand même, parce que pays catalan, ça veut pas dire grand-chose, non? On va pas jusqu'à Barcelone. Non, les pays... Vous allez vexer un certain nombre. Non, mais je sais très bien, mais pays catalans, c'est tellement large, on peut descendre jusqu'à Barcelone, donc Pyrénées quand même. La shortlist, ce sera combien de noms? Ce sera à minima 2, c'est-à-dire soit l'ancien. Et parce qu'il y en a qui veulent garder Pyrénées-Orientales aussi. Donc, ce choix, soit le nouveau,
Et peu de ça, je pense que c'est la meilleure solution, c'est qu'il n'y ait pas 36 000 choix sur ce genre de consultation. Bon, en tout cas, le numéro va rester 66, parce qu'on ne va pas décaler tous les noms de départements qui ont été faits par ordre alphabétique. Voilà. Vous nous rappellerez en exclusivité quand vous aurez le nom ? Oui, bien sûr. Levez la main droite et dites je le jure. Et vous le dites en catalan, parce que ici, et nous... vous faites remarquer que par ailleurs, le département qui est 66, d'abord, il ne peut pas changer, effectivement, mais en plus, on vient de dénommer la route nationale que nous venons de prendre en charge au niveau départemental, qui s'appelait la RN 116, on vient de la dénommer route 66. Vous comprenez bien, avec un beau clin d'œil, vous comprenez bien qu'on reste dans cet esprit. Merci beaucoup Hermeline Malherbe d'avoir été avec nous, président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, enfin pour l'instant. Merci. Oui. Merci mille fois et belle année à vous. Meilleurs vœux à toute l'équipe, merci beaucoup. Et hier, nous avions eu un débat sur les polémiques et la politique, et je dois dire qu'une nouvelle tentative de polémique contre la nouvelle ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, a eu le don de m'énerver, d'autant que cette polémique vient d'une élue, la sénatrice écologiste de Paris, Anne Souyris. Alors, sur quoi cette polémique est-elle née ? Sur la photo de couverture du compte Twitter de la ministre de la Santé, montrant des vignes avec le logo Coteaux, Caves et Maisons de Champagne, patrimoine mondial de l'UNESCO. Je cite le tweet, c'est pas énorme une ministre de la Santé qui fait la promo d'un alcool, comme en tête de son compte qui plus est. Pour rappel, deuxième cause de mortalité en France, 49 000 morts par an. À votre santé, Catherine Vautrin. Manque de bref, c'est qu'il est député du Calvados. Donc il y a Calvados dans son titre, c'est pareil. Bref, montrer un paysage si français, d'un produit si français, fût-il un alcool, qui est le symbole de la fête dans le monde entier, serait une incitation à l'alcoolisme, alors qu'on déguste du champagne pour toutes les grandes occasions festives, quand on a la chance de se le permettre. Inutile de dire que le ridicule ne tue pas, quand on pense que les mêmes écologistes demandent la légalisation du cannabis, qui détruit les neurones de notre jeunesse. Alors merci à nos producteurs de champagne, je serais d'ailleurs ravi de trinquer avec modération avec nos vraies voix, je garde les bulles et je leur laisse le pétard, et j'en ai vraiment marre de ces polémiques à 2 balles. Philippe, très juste, Philippe. Oui, très juste, parce que honnêtement, on peut faire il y a de la polémique parce qu'il y a des combats à mener. Je pense que ce qui se passe avec Amélie Oudéa-Castéra n'est pas du tout une polémique vaine. Mais là, c'est complètement crétin. Catherine Vautrin est de Reims. Non, mais on a bien compris que si elle met le champagne, non mais vous nous prenez vraiment pour des débiles quand même, Philippe David, en fait. Non, je me mets à votre niveau. Non, oui, bien sûr. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Ça taille. C'est la méchanceté. Bon, allez, les amis, sur cette bonne ambiance amicale. En fait. Voilà. On va partir faire une petite pause. Mais il rigole, on a l'impression qu'il y a un tiroir qui est coincé. Alors là, non, mais parce qu'après on va avoir droit à demain. Vous avez vu ce que j'ai dit à Françoise. Il était exactement 18h14. C'était bien. Françoise, on est en heure creuse là. Il faut ce soir, le président Emmanuel Macron face à la presse. La conférence de presse, ce sera à 20h15 avec cette question. Et c'est normal que le président prenne la parole avant le discours de la politique générale avec le Premier ministre. Et on va en parler, bien entendu. Vous allez répondre à cette question. Et ce sera le tour de table de l'actu. À tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pendant que vous êtes là, et on vous remercie d'ailleurs d'être là dans les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h, on vient juste, on peut se vanter un petit peu de dire que nous avons enregistré en décembre une hausse extrêmement, enfin très significative, plus de 62% par rapport à la période de l'année précédente sur la radio digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le digital, vous êtes plus de 2 millions à nous écouter. C'est extraordinaire. C'est pas Noël après Noël ? C'est Noël. Ils écoutent, quand il y a Philippe David qui apparaît, ils zappent, ils passent sur autre chose, après ils reviennent tous. C'est une obsession chez elle. Vous avez vu les interruptions qu'il y a sur le podcast? Je veux vous invisibiliser. Je tiens quand même à féliciter d'abord toute la grille, tous les animateurs, toutes les équipes de Sud Radio, parce que je peux vous assurer que derrière, ça travaille énormément. C'est une très grande famille et tout le monde s'entend bien. Et on a assez rarement vu ça. Meilleure progression parmi les 20 premières radios. Est-ce qu'on peut féliciter, parce que ça fait pas, c'est pas le genre de la maison, donc on peut se permettre de le faire. Patrick Roger. Patrick Roger, le directeur général. Et Frédéric Jouve. Ils sont le directeur des programmes. Annelise, voilà. Le haut est exemplaire. Non, c'est rare, bien sûr. Et le haut ne pratique pas une verticalité débile. Et c'est aussi pour ça. C'est pas Écoutez, en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on s'épanouit. C'est un moment de fierté, un moment de fierté qu'on avait envie de partager avec vous. Et on vous rappelle quand même que le Grand Lyon
Sud Radio en FM à Lyon et le Grand Lyon dès le 29 janvier. Donc ça manque encore dans le Massif Central. Il manque un peu de fréquence dans le Massif Central pour Sud Radio. Vous sortez d'ici, s'il vous plaît. Non, on a discuté avec Patrick déjà. Oui. Arrêtez de raconter tout ce qui se passe en antenne. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait nous parler de la polémique Barouin-Dati qui ne passeront pas leurs vacances ensemble, comme disait un commentateur de football. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que depuis la démission contrainte d'Elisabeth Borne, que, sans vouloir vous offenser, Jean-Baptiste, que ça n'est pas l'intérêt, la grandeur de la France qui ont présidé aux péripéties depuis la démission d'Elisabeth Borne. Il y a une vie politicienne dans laquelle le président, paraît-il, a fait des choix tout seul. Et je suis frappé de voir à quel point l'ambiance qui a été créée a éradiquer des non-dits. Longtemps, la politique, c'était d'une certaine manière des disputes, des antagonismes, mais des retenues par ailleurs sur le plan des qualités personnelles, sur le plan des tréfonds des êtres. Or, je constate, par exemple, et peut-être que j'ai commis une erreur, Stéphane Séjourné a été sérieusement moqué pour ses fautes de français en Ukraine. La polémique Fabien Roussel, ça rentre là-dedans, très total de Dalida, parole. Rachida Dati et Barouin exprime à voix haute ce qui probablement les a opposés depuis un certain temps. Barouin dit quelque chose qui n'est pas faux. Le deal de Rachida Dati pour 2027 ne garantit pas sa victoire. Mais ce que Rachida Dati dit de Barouin, c'est pas faux non plus. J'allais le dire, Jean-Baptiste. Mais donc, ça n'est pas faux. Oui, avec toute l'amitié que je porte à François Barouin, que je connais bien. Mais et donc, je finis, François, j'en ai pour une seconde. Et donc, il y a une série de non-dits qui ont disparu. La vie politique devient infiniment transparente et on peut trouver que c'est bien. On peut trouver que c'est mal. Moi, je ne mettrais pas sur le même plan, par exemple, le goût du bon mot de Fabien Roussel sur Dalida. Absolument. Et François Barouin et Rachida Dati, parce que c'est un vrai coup de poignard, même si c'est un débauchage individuel, c'est un vrai coup de poignard sur la droite, parce que ça continue de brouiller les pistes avec la droite. Donc, moi, j'ai lu toute l'interview dans Est clair de François Barouin, je la trouve très structurée. Après, tout le monde répond, parce que Dati lui dit, moi, je suis pas un anti, mais un héritier. Sauf que Barouin, ses amis répondent oui, sauf que moi, mon père, il est mort dans un accident d'avion subi et que ma sœur s'était fait renverser un an avant sur les quais. En l'espace d'un an, Barouin, il a perdu sa sœur et son père dans des circonstances atroces. Donc tout ça, moi, je mets pas ça sur le même point, sur le même pied. Je veux dire, la polémique sur Oudéa Castéra, ça dit beaucoup de choses aussi. C'est quand le point de départ est biaisé. Le président, à un moment donné, il a fait n'importe quoi sur la nomination de Gabriel Attal. Je sais qu'on peut pas toucher à Gabriel Attal avec vous, mais la réalité, c'est que ça fait même pas une semaine et c'est déjà au gaz à tous les étages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que le point de départ, il est pas sérieux. Donc le point d'atterrissage est pas sérieux. Ça m'amuse. Et je suis d'accord avec Philippe Bilger, les attaques personnelles, ça n'a pas trop sa place en politique. Et c'est vrai que les règlements de compte. Non, c'est pas Dalida. Dalida, ça peut être rigolo. C'est les règlements personnels entre gens qui étaient dans le même parti et qui ont su des choses les uns sur les autres et qui règlent leurs comptes publiquement, des comptes personnels. Bon, alors, moi, la partie qui m'a fait plutôt rire, parce que je connais bien François Barouin, il passe beaucoup de ses week-ends en Creuse, et avec 20 km de chez moi, donc on se voit de temps en temps. C'est plutôt le fait de reculer devant l'obstacle. Ce que Dati dit par rapport à Barouin, ça, c'est assez vrai. La partie sur sa famille, c'était assez déplacé. Oui, mais allez. Mais voilà, mais ça m'amuse, parce que on disait déjà avant le remaniement que ça ne changerait rien. Comme il a renversé la table avec Dati et Attal, et ben voilà. Il n'a rien renversé du tout. Les enfants. Ça fait parler et on ne parle plus de l'immobilisme. On n'aura plus le temps pour vous.
Françoise de Gois, que fait-on de l'enseignement catholique radical? Eh bien, écoutez, moi, c'est un vrai problème parce que finalement, la polémique, qui n'est pas une polémique, qui est un vrai combat politique avec Madame Oudéa Castéra, révèle quand même des choses sur le lycée Stanislas et le collège Stanislas qui sont, moi, qui me heurtent. Moi, je regardais, les gens commencent à publier les règlements intérieurs sur la tenue stricte. Moi, je n'ai rien, si vous voulez, contre les tenues non débraillées à l'école, mais là, ça atteint des niveaux. Je vous invite à aller voir sur Twitter, c'est délirant et c'est pas des fakes. Hein. On voit aussi qu'un rapport a été donné, remis à Gabriel Attal, parce qu'il y a une alerte d'une parente d'élèves sur des propos homophobes, sur des propos tenus contre l'IVG, sur une certaine tendance à aimer les thérapies de conversion. Vous savez, ces choses totalement illégales et épouvantables pour faire changer d'orientation sexuelle les adolescents. Il y a quelque chose qui se passe à Stanislas, en tout cas dans le climat, qui me dérange profondément. Je fais partie des gens qui ont salué le fait que l'État se départisse de son lien avec le lycée Averroès, parce qu'il est impossible que l'État finance... C'est un lycée musulman à Lille qui avait des enseignements... Le plus grand lycée musulman, qui a d'excellents résultats scolaires, mais avec des cours d'éthique musulmane et une proximité avec le frérisme qui n'est pas acceptable, et des financements extrêmement peu traçables, notamment venant du Qatar. Je suis ravi que l'État se départisse de son lien avec Averroès. Il y a un vrai sujet, la laïcité ne se découpe pas en morceaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enseignements? Je veux bien parler de rigidité, mais là, il y a quelque chose sur l'IVG, sur l'homosexualité, sur la tenue, c'est peut-être plus, comment dirais-je, anecdotique. Il y a quelque chose qui, moi, me gêne profondément pour un lycée, un établissement qui perçoit des centaines de milliers d'euros de subventions de l'État. Merci. Non, mais il faut que les copains répondent. Bah ouais, malheureusement, on n'a pas le temps. 20 secondes, allez-y, répondez 20 secondes. Non, mais si on n'a pas le temps, je le fais pas. Non, mais je suis pas d'accord parce que d'abord, la comparaison avec Averroès, à mon avis, n'est pas pertinente. Pourquoi? Le lycée Stanislas ne déstabilise pas la République. Averroès mettait en cause un lien. Excusez-moi de vous le dire, si vous mettez dans la tête des ados qui doivent faire des conversions des stratégies de conversion, vous déstabilisez. Ensuite, je suis très inquiet lorsqu'il y a des dénonciations de parents d'élèves à partir de propos prétendument rapportés. Troisième élément, la pensée conservatrice dans un établissement comme Stanislas ne me gêne pas. C'est plus que conservatrice. Moi, la pensée conservatrice ne me gêne pas, Philippe. Elle fait partie des grands courants de pensée français. Je ne suis pas du tout gêné par le conservatisme. Je suis gêné par les propos homophobes, IVG, thérapie de conversion. Mais écoutez, il y a un rapport que Gabriel Attal a caché sous son bureau et dont il a jamais voulu tenir compte. Aujourd'hui, les sénateurs communistes demandent la publication de ce rapport et nous y verrons probablement plus clair. Merci beaucoup Françoise. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant pour la suite du tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. L'avantage dans Les Vraies Voix, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Vous savez, hein, c'est l'actu, et puis avec nos éditorialistes, ça brouille. Il est bien, il résiste bien. Il résiste. Mais il parle longtemps. En fait. Oh non, pas du tout. C'est pas vrai. C'est vrai, il est très bavard. Ah oui, il est bavard. Mais c'est une qualité. En fait, il a été brimé pendant des années. Et là, il balance. Vas-y, balance sur Macron. Les amis, 0826 300 300, parce que nous avons au téléphone Teddy qui est avec nous, qui nous appelle de l'Aude, à Sigean exactement. Comment ça va, Teddy? Bonsoir, Teddy. Ça va, impeccable. Très content d'être avec les Vraies Voix. Bah oui, très content d'être avec les Vraies Voix. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est très content d'avoir gagné. Tout à fait, très heureux. Puisque vous venez de gagner un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un des 45 clubs bel en bras, je le rappelle quand même, niché dans les plus beaux endroits de France, de belles destinations, la montagne, la mer, la campagne. Vous allez pouvoir choisir avec qui vous partez, parce que oui, en plus on voulait choisir, c'est quand même bien. On aurait pu vous dire, vous partez avec Françoise et Françoise et Françoise. Je pense que ma femme elle aurait pas été d'accord du coup. Vous avez, il y a celui de Carqueiranne, le bel en bras qui est génial. Je dis ça, je dis rien dans le Var. Il est super. Très bien. C'est des copains à moi qui le tiennent, il est super. La dernière fois que vous êtes parti en vacances, mon cher Teddy, c'était quand? Il y a 2 ans. C'est super. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur d'échecs dans les écoles. D'accord. Professeur de quoi? D'échecs? D'échecs, j'apprends aux enfants à jouer aux c'est échecs. génial. Mais j'adore.
j'adore. C'est voilà. Formidable. C'est bien, vous êtes tombé dans une émission de fou. Ouais, c'est ça. On vous mettra pas. C'est ça, je vous écoute tous les jours quand je suis en voiture. Moi j'adore jouer aux échecs. C'est pour ça que vous êtes récompensé. On est bien content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Teddy, bravo. Merci. On va essayer de mettre échec et mat Françoise de Gouam, ça peut être facile. En 2 coups, essayez donc, faites-moi donc le coup du berger, comme dirait Moreau. On vous embrasse, on vous souhaite une belle année, on est très heureux de vous avoir offert ce magnifique cadeau au club Bel-en-Bras. Allez tout de suite la suite du tour de table de l'actu des vraies voix avec vous, mon cher. Peut-être qu'un jour il sera président, Jean-Baptiste Moreau, on ne sait pas. Alors là, ça va. Non, je crois pas. Non. Et votre sujet? Alors, moi, c'est pour revenir à l'agriculture, c'est que effectivement Gabriel Attal en a parlé, je crois que c'était à Caen, sur un marché, que la première loi qui allait être présentée en Conseil des ministres, c'est une loi sur l'installation en agriculture et la facilitation de l'installation en agriculture. Alors c'est un serpent de mer pour le monde agricole qui l'espère depuis 2 ans, depuis l'élection en fait présidentielle. C'était une promesse présidentielle du président de la République, parce qu'aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, 50% des agriculteurs vont partir à la retraite, que ce soit au niveau français ou européen. Et aujourd'hui, on a des gros problèmes d'installation avec des motivations des jeunes. Enfin, on revient au sujet dont on a parlé tout à l'heure. Pour l'instant. Pas de transmission, des coûts de la transmission qui sont énormes, que ce soit au niveau fiscal, au niveau social. On a un système qui est complètement archaïque et qui bloque aujourd'hui toutes les exploitations un peu importantes qui tournent et qui permettent de dégager un peu un revenu. Elles sont intransmissibles parce que les jeunes, si c'est un jeune qui arrive de l'extérieur, qui veut s'installer sur une exploitation, les banques ne le suivent pas, ne lui prêtent pas d'argent, et donc il y a des mécanismes qui vont être mis en place, des fonds de portage de foncier, de capital, pour permettre à des jeunes de s'installer en agriculture. Parce que si on veut parler de souveraineté alimentaire demain, et si on veut être capable justement de jouer ce rôle, parce que l'agriculture elle a un rôle aussi géostratégique hyper important, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais au niveau européen, vouloir se démunir de cette arme alimentaire, c'est-à-dire de la capacité de produire, avec un changement climatique, vous avez un certain nombre de pays qui ne pourront plus produire, je pense aux pays du rivage méditerranéen sud et autres, aujourd'hui plus produire en Europe, ce serait criminel même, ça serait même criminel. Donc on doit installer de nouvelles générations d'agriculteurs, mais pour ça il faut faciliter la transmission des exploitations, parce qu'aujourd'hui on a des exploitations qui sont arrivées à de telle taille et avec de tels montants de capitaux à investir que vous ne trouvez plus personne pour y aller. Et puis dans l'élevage, à force de taper sur la gueule de l'élevage comme quoi c'est des pollueurs et tout ça, vous avez plus de gamins qui veulent se lancer dans l'élevage, et c'est bien dommage parce que c'est l'agriculture la plus vertueuse. J'ai une question, vous allez réussir à transmettre, vous par exemple, pas à vos enfants? Moi je suis en train de transmettre à mon ancien salarié, mais c'est très compliqué. Mais combien, de quelle importance votre exploitation? Moi il y a 180 hectares, 300 bovins en tout sur l'exploitation. Je suis en train de transmettre, mais je vais faire dans le temps, échelonner dans le temps, parce qu'il pourrait pas de toute façon me racheter immédiatement. Donc voilà, on met des facilités en place, mais c'est très compliqué parce que l'impôt et les impôts et la MSA vous tombent dessus dès que vous essayez de mettre en place des choses, quoi. Allez, Philippe Bilger. Oh, c'est intéressant. Ouais. Non, mais en fait, c'est le même problème que dans l'industrie en réalité. C'est encore plus complexe que dans le dialogue entre Jean-Baptiste et François. C'est encore plus compliqué que dans l'industrie, en fait. Oui, parce que c'est des montants de capitaux avec des rentabilités de capitaux qui sont très faibles. Les rentabilités en agriculture, elles sont à moins de 2%. Avec un prix du foncier qui est... Avec un prix du foncier qui est plutôt... Ouais, mais qui est plutôt plus faible que ce qui l'est chez nos voisins européens. Mais c'est plus la transmission d'une génération à une autre, où aujourd'hui, quand vous avez des frères et sœurs, quand vous rachetez l'exploitation de vos parents, vous devez donner le même montant à vos frères et sœurs. Et c'est quasi impossible. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la diagonale du vide, à peu près chez vous. Avec moi, j'avais beaucoup travaillé sur des Chinois qui venaient racheter toutes les terres, justement, pour faire de la valeur ajoutée, en fait. Ça a été vrai, parce qu'ils avaient, eux, des capitaux à mettre en place que nous, on a pu. Eh ben merci, en tout cas. Moi, je dis Jean-Baptiste Moreau, ministre de l'Agriculture. Il serait super bien. Il serait bien, c'est bien. Il ne le fera pas comme il connaît le sujet, il n'y a aucune chance. Les amis, on a peut-être une chance ce soir, puisque ce soir, à 20h15, Emmanuel Macron va parler face à un parterre de journalistes avec cette question, enfin en tout cas ça c'est la nôtre, c'est pas la sienne. Est-ce normal que le président prenne la parole avant le discours politique général du Premier ministre, Philippe? Oui, absolument. Et à cette question, est-ce que pour vous, aujourd'hui, Emmanuel Macron joue gros? Il avait promis de parler aux Français, un rendez-vous avec les Français en janvier. Est-ce que le rendez-vous, c'est aujourd'hui? Et est-ce normal, alors que Gabriel Attal a été nommé il n'y a même pas une semaine et qu'il n'a pas fait son discours de politique générale, est-il normal que le président prenne la parole avant le Premier ministre? Eh bien, pour le moment, vous dites non à 92%. Et on va en parler avec Olivier Rouquin, qui est avec nous, chercheur associé au CERSA, le Centre d'études des recherches de sciences administratives politiques de Paris 2. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette conférence de presse, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises?
A priori, le président souhaite surprendre depuis quelques semaines et l'annonce de son gouvernement a déjà eu un effet de surprise. Donc on peut s'attendre sans doute en tous les cas, à la volonté de redonner du sens à ce qu'il fait, de redonner un cap, une direction qui soit bien compréhensible. On en parle dans un instant. Vos réactions au 0826 300 300. Dites-nous si vous attendez des surprises ou peut-être des dérapages aussi. On va en parler. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Je suis sûre que dans votre voiture, en écoutant les vraies voix de Sud Radio, vous dites mais pourquoi je n'ai pas écouté cette radio depuis 20 ans ? Bah voilà, vous dites ça. Mais si, parce que c'est bien sûr que ça existe. Elle existait dans le Sud, à Toulouse. Et alors donc, c'est tout. Petit bassin limité, c'était notre radio. Écoutez, laissez-moi rêver, Françoise Degois, s'il vous plaît. Ouais. Toujours en train de me contredire. Je dis des choses sensées toute la journée. Françoise Degois est avec nous. Philippe Bilger, bien entendu. Jean-Baptiste Moreau, ancien agriculteur. On dit ancien agriculteur. Bon, allez, agriculteur. Allez, en cours de conversion. Je serai agriculteur jusqu'à maintenant. Et ancien député en cours de reconversion. Voilà. Je laisse planer le truc. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est un exercice particulier, la conférence de presse, parce que le journaliste pose une question, le président de la République y répond, et il n'y a pas de relance derrière, on passe à quelqu'un d'autre. Emmanuel Macron a beaucoup de talent, son Premier ministre en a énormément, mais c'est vrai qu'ils sont d'abord dans la com. Et donc, j'aimerais dire, qu'est-ce que vous allez faire sur les vrais sujets ? Il va nous raconter la belle aventure, à mon avis. Ce qui est intéressant, je trouve, cette fois-ci, c'est quand même le décalage temporel entre la prise de parole du président de la République et celle du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Je me demande ce qu'il va nous raconter. En réalité, on arrive à un moment où il veut se renouveler, il veut renaître de ses cendres, mais sur quel sujet ? Que peut-il amener de plus ? Et donc, vous l'avez compris, Emmanuel Macron qui veut renouer avec ce vieil exercice de la Ve République. La conférence de presse, le chef de l'État va donc répondre aux questions des journalistes à l'Élysée. Ce sera pendant à peu près 2 heures, à partir de 20h15, prise de parole avant même son nouveau Premier ministre qui n'avait pas prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Alors, parlons vrai. Est-ce qu'il y a encore de la place pour un Premier ministre avec un président jupitérien ? Est-ce que vous attendez quelque chose de cette prise de parole ? Est-ce que vous attendez qu'il y ait une grande annonce ? On parle de la fin de vie, pourquoi pas un référendum dessus ? Quelles sont vos attentes ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, est-ce normal que le président prenne la parole avant le discours de politique générale du Premier ministre ? Vous dites non à 92%. Et j'en profite pour vous dire qu'à partir de 20h sera diffusée en direct sur Sud Radio cette conférence de presse qui sera commentée par des éditorialistes. On sera ensemble avec Philippe David et ce sera jusqu'à 22h. En tout cas, notre invité Olivier Roucan qui est avec nous, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques de Paris 2 et co-auteur du livre Régénérer la démocratie pour les territoires chez l'Harmattan. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous avez un autre livre, on en parlera dans un instant. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, finalement, qu'est-ce qu'on attend de cette conférence de presse dont tout le monde dit que finalement c'est un vieil exercice et que c'était pas très intéressant? D'abord, j'avais été frappé par une phrase qu'on avait prêtée au président lorsqu'il avait dit, pour faire comprendre le lien qu'il souhaitait avec le nouveau Premier ministre, je veux faire comme De Gaulle-Pompidou. Premier point. Deuxième point, le président va se livrer à un exercice qu'il a peu fait, et il a raison de le faire parce que je crois qu'autant il peut être discuté même sur le plan de l'oralité quand il est seul, autant il est très bon quand il répond aux questions, quoi qu'on pense de la substance de ses réponses. Troisième élément, j'ai l'impression qu'assez souvent, lorsqu'il intervient, il cherche après l'action à donner un sens à ce qu'il a accompli. Et il me semble que peut-être ce soir, ce sera la volonté principale de sa part de donner un sens a posteriori au désordre qui est apparu ces derniers temps. Et dernier élément, cette conférence de presse pourra apparaître, à mon avis, pour Gabriel Attal, comme une sorte de mode d'emploi, un discours de la méthode, et il sera
évidemment comment l'utiliser avec son intelligence, son discours de politique générale. Je sais pas quand d'ailleurs. Demain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec Philippe Bilger, c'est formidable. Gabriel Attal, bon élève, etc., qui va écouter le président et qui va parler. Moi, je m'occupe pas de savoir, bien sûr que ça ne se fait pas, mais il y a bien longtemps que la fonction de Premier ministre est obsolète dans ce pays. Le quinquennat a tué en réalité Matignon. Voilà, ça a commencé avec Sarkozy qui disait que c'était son collaborateur, François Fillon. Bon, Hollande a fait un peu moins ça, mais il est rentré en opposition, en résistance avec Matignon, avec Manuel Valls. Donc, moi, je suis pas particulièrement choqué par cela. Ce qui, de mon point de vue, Emmanuel Macron, il est obligé ce soir d'abord de remettre de l'ordre, parce que là, évidemment, depuis une semaine, c'est quand même le boxon. Voilà ce que c'est de décider tout seul dans son coin d'un Premier ministre qui, de mon point de vue, n'est pas adéquat ni avec le temps, ni avec le pays. Mais ça, c'est encore il est adéquat avec le monde médiatique, ça c'est évident, mais nous ne sommes pas le pays profond. Et deuxième point, je pense qu'il est obligé aussi, Emmanuel Macron, ce soir, d'annoncer des choses, de dire des choses concrètes. Est-ce qu'il va faire le référendum ? Est-ce qu'il va annoncer une réforme constitutionnelle sur la vie démocratique ? Il ne peut pas ne pas trouver quelque chose à nous dire, parce que ce rendez-vous avec la nation, ça fait des mois qu'il nous l'annonce, il doit... Et puis, je me mets à la place de Macron, 2019, il avait 8 points de retard sur la liste Rassemblement National, il avait utilisé le grand débat pour refaire ce retard, le grand débat post-Gilets jaunes. Je me demande bien quel stratagème il va trouver pour pouvoir saturer l'espace. Jean-Baptiste, non, mais évidemment que, et Françoise l'a dit, depuis le quinquennat et la simultanéité des élections législatives et présidentielles, de fait, c'est le président qui est élu, et après il désigne le Premier ministre, mais le président est élu sur un programme, donc c'est lui qui donne le cap, la direction, donc c'est normal que ce soit lui, suite à un changement de Premier ministre et un changement de gouvernement, qui revienne donner le cap de l'action gouvernementale dans l'année qui vient. Enfin, ça me semble très très logique. Pour le coup, je vais être du côté des 8% et pas du côté des 92%. Le Premier ministre est là pour appliquer la politique. Enfin, je veux dire, le président est élu au suffrage universel. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Il n'est pas élu. Donc c'est normal que le cap soit donné par le président de la République. C'est ce qu'on attend de lui, je pense, ce soir. C'est ce qu'il va faire avec les annonces, je suppose, des différents projets de loi qui arrivent dans les mois qui viennent. Effectivement, remettre en perspective les futures élections européennes qui vont être cruciales, mais pas qu'en France, dans tous les pays européens, avec un risque assez fort des nationalismes qui vont monter un peu partout au niveau des résultats électoraux, on le voit bien, y compris en France avec le Rassemblement National. Donc le président, il est là pour redonner le cadre, redonner le cap. Il va pas rentrer dans la cuisine, on va dire, mais il va donner les grandes annonces, effectivement, référendum, polyréférendum, on verra bien ce que ça donne globalement, mais il y aura quelques annonces fortes, effectivement, dans la politique qui va être menée dans les mois qui viennent. Olivier Roucan, je rappelle, vous avez écrit un livre en 2017 qui s'appelait « En finir avec le président », dans lequel vous vouliez revaloriser la fonction de Premier ministre. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Est-ce que ce soir, vous pensez qu'on va avoir plutôt un discours « Je décide, il exécute », ça rappelle Chirac et Sarkozy, ou plutôt, maintenant, c'est Gabriel Attal qui a les clés du camion pour diriger la politique du pays? D'abord, il avait fait un peu le même coup avec Édouard Philippe, puisqu'il avait, en 2017, organisé un congrès juste avant que le Premier ministre prononce sa déclaration de politique générale. On voit bien donc l'idée présidentialiste continue. Et ce qui est assez étonnant, c'est non pas de voir que ce présidentialisme est totalement assumé, puisque l'épisode qu'on vient de traverser avec la nomination de ce Premier ministre et du gouvernement indique que c'est totalement assumé, plus que jamais. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les moyens du présidentialisme, au-delà de l'élection de 2022, et on pourrait en reparler, diminuent parce que la majorité est relative. Et donc ce Premier ministre, c'est vrai que le quinquennat a déjà beaucoup diminué, mais là pour le coup, depuis 2022 et on est bientôt à mi-mandat, il a des moyens qui sont de plus en plus étroits. Gabriel Attal lui-même a dit que ça allait être difficile. Donc on a un présidentialisme institutionnel très fort. Les moyens politiques de ce présidentialisme diminuent et le Premier ministre qui en fait partie est encore plus, je dirais, sous contrainte de la férule de l'Élysée et contrainte d'une assemblée qui sera à trouver à chaque fois dans des conditions délicates. Alors il y a les européennes, mais il y a la suite, et tout le monde pense déjà à 2027.
Voilà, donc ça risque d'être délicat. Une conférence de presse, ça sert à quoi sous la Ve République? Ça met en scène le pouvoir présidentiel dans sa majesté, puisque le gouvernement, en général, est en dessous de l'estrade présidentielle. Et il y a ce parterre de ministres qui est à l'écoute, mais qui ne s'exprime pas. Et on a un président qui, certes, redonne du sens, certes, peut-être pourra prendre quelques initiatives institutionnelles, mais encore une fois, avec quels moyens en termes de légitimité politique? C'est vraiment. Il a quand même gagné la présidentielle il y a 1 an et demi. Quoi. Enfin, Philippe Bilger, de l'audace, de l'audace, de l'audace. Voilà, mais justement, qui aura le droit à l'audace? Olivier Roucan, tout à l'heure, j'ai évoqué quelque chose que j'avais lu, qu'on prêtait au président. Je veux être comme De Gaulle-Pompidou. Si on suivait cette ligne, elle serait le contraire d'un président qui s'occuperait de tout et de n'importe quoi. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on s'oriente plutôt vers un président qui va se mêler de tout et qui laissera Gabriel Attal une portion congrue sur le plan de l'action. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction là-dedans ? Oui, il y a une contradiction pour l'instant, puisque la création de ce nouveau gouvernement montre que le président a voulu s'occuper de tout et qu'il continue à le faire. Donc l'autonomie, on a quelque part privé de souffle ce nouveau Premier ministre tout de suite, en le flanquant d'une administration et de ministres dont certains d'ailleurs se sont autonomés avant même que le Premier ministre soit désigné. Donc il y en a même un qui s'est démissionné. Voilà, et qui a déjà dit qu'il s'en allait à l'automne. Ouais. Donc on voit bien que le Premier ministre, il va avoir une autorité limitée pour coordonner. Alors, faut pas préjuger de ce qui peut se passer, et Gabriel Attal pourra surprendre, mais c'est certainement pas le schéma d'un De Gaulle-Pompidou. Et en plus, rappelons que nous sommes bientôt au milieu du second mandat. Et que ça, en termes d'usure du pouvoir, c'est pas tout à fait le même schéma que celui que vous mentionniez. Françoise Legois. Je pense qu'aussi il doit envoyer des messages à sa majorité, parce qu'on sait très bien, c'est un secret de polichinelle, que François Bayrou est très en colère et que sa colère ne retombe pas, qu'il considère d'abord qu'il n'a pas été écouté, mais ça c'est un point de vue un peu narcissique, mais surtout on n'a pas tenu compte de ce qu'il représente vraiment, parce que s'il manque 50 députés toujours à Emmanuel Macron, si le MoDem se met en rideau et en parachute, si vous voulez, s'il se met à flamber, c'est 50 de plus qui vous en manque. Édouard Philippe n'est pas content parce que évidemment il n'y a rien non plus pour lui, sauf Christophe Béchu, mais qui est un ministre tout à fait invisible et qui n'a aucun poids, aucune surface. Donc il doit aussi lui envoyer des messages, parce que je veux bien qu'on dise c'est encore Bayrou qui fait sa crise, mais je vous assure que Bayrou c'est très difficile à calmer. En réalité, là il y a une crise de confiance au sein même de la majorité. Il a mis hors d'eux les poids lourds de son gouvernement en leur infligeant une humiliation inimaginable, avec le résultat qu'on voit de Darmanin qui annonce déjà son départ, voilà, avec Attal, et il affaiblit lui-même sa majorité parlementaire. Donc lui-même, il doit redresser. Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami, mais il faut qu'il redresse aussi. Je ne pense pas que ce soit le cadre. Honnêtement, là, il est là plutôt pour répondre aux. Oui, mais il aura ses questions sur ses partenaires. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui intéresse le plus ceux qui vont être devant leur télé. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. Enfin, on va dire les bisbilles internes à la majorité, je pense qu'il doit régler ça entre quatre murs et de façon assez discrète. Je pense que il est là pour donner vraiment le cap. Effectivement, et comme le disait Philippe Bilger, il adore rentrer dans l'intimité des dossiers parce qu'il adore maîtriser et être hyper technique. Alors, ça a parfois un côté un peu rébarbatif. Par contre, quand vous êtes avec lui, au milieu de professionnels, enfin moi, pour avoir fait plusieurs salons d'agriculture avec lui, tout le monde est scotché parce que effectivement, vous pouvez rentrer assez loin dans le détail des dossiers, et avant de le caler et de lui faire dire une bêtise, il faut vraiment creuser fort, quoi. Enfin, c'est pas le sujet. Moi, je pense que c'est une conférence de presse extrêmement politique ce soir. Oui, mais il va y avoir de la Jean-Baptiste, c'est tellement évident. Je suis pas sûr qu'il va parler tant que ça. Olivier, je suis sûr qu'il va parler de politique. Olivier Roucan pour répondre à Françoise Legois et Jean-Baptiste Moreau. Ah oui, une conférence de presse, ça va pas être trop technique, ou sinon ce sera raté. Impossible, bien sûr, ça sera foiré. Il faudra qu'il s'adresse aux Français. On parlait
Pompidou président, on se rappelle de ses envolées lyriques et parfois poétiques. Donc, je veux dire, la conférence de presse, elle est là aussi pour imprimer un style un peu en majesté. On attend du président non seulement qu'il soit dans la durée moyenne, voire longue, mais aussi qu'il sache parler au triple des Français. Ça fait longtemps que ça s'est pas produit. On verra ce soir. Avec des journalistes qui posent problème, qui seront pas là, j'imagine, en plus. Oui, mais la question de fond, c'est aussi, on disait tout à l'heure, redonner du sens. Bon, qu'en est-il de l'engagement fort sur le plan écologique qui, en 2022, me semble-t-il, devait, et ça passait par Elisabeth Borne à l'époque, redonner un sens à ce mandat? Qu'en est-il des Français moyens, puisqu'on nous dit que Gabriel Attal veut axer là-dessus la classe moyenne? Est-ce que le président va reprendre ça, le développer, surligner l'affaire? Vous parliez tout à l'heure de réforme institutionnelle. Bon, le référendum, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va emballer les Français pour la suite du quinquennat, puisque l'exercice de la conférence de presse est rare? Ce qui est rare et cher, il faut donc que ce soit très anglais. Si c'est que sur la fin de vie, ça suffira pas, à mon avis. Ça dépend du sujet, en fait. C'est que la fin de vie, ça suffira pas. Ça dépend du sujet, elle a raison. Fin de vie, cumul des mandats, vous embarquez les Français quand même, moi je pense. Merci beaucoup Olivier Roucan d'avoir été avec nous, un chercheur associé au CERSA, c'est le Centre d'études et de recherche des sciences administratives et politiques Paris 2. Et puis je vous incite à lire ce livre, En finir avec le président, aux éditions François Bourin, en 2017, où vous appeliez à revaloriser cette fonction justement de Premier ministre. Ça tombait bien, vous étiez un peu visionnaire, Olivier Roucan. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Françoise Degois, merci Philippe Bilger, merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau. Belle première, bravo. Merci beaucoup. Très bien, on vous félicite. Merci Dans un instant, puisqu'on a parlé des agriculteurs et qu'il fallait revaloriser justement cette belle profession, eh bien on va faire la même chose avec les métiers de bouche. Oui, les boulangers, les bouchers. Exactement, qu'on aime beaucoup. On en parle avec eux dans un instant dans les vraies voies de l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite.